Bon, mais je vois qu'il est 14 heures, donc on va commencer à l'heure. Bienvenue à tous, à vous qui êtes ici, ainsi que à ceux qui vont suivre par retransmission différée du cours. Donc le cours de cette année sera consacré aux symétries cachées de la gravitation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais donner un certain nombre d'informations pratiques. Donc il y aura 6 séances de cours et séminaires les mercredis, donc aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, il n'y a pas cours, et puis 5 mercredis à partir du 19 mai. Alors, à partir du 19 mai, les restrictions actuelles seront assouplies, puisque tout le monde pourra venir assister au cours sans devoir s'inscrire au préalable, mais il y a une capacité maximum pour la salle de cours. Alors, quand je dis cours, c'est réellement cours et séminaire, puisque chaque leçon du cours est suivie d'un séminaire. La leçon dure 1h30. Alors pour le séminaire, on a mis 1h30, mais c'est réellement parce qu'on est flexible avec le temps. C'est en principe 1 heure, mais avec plus ou moins une fraction, donc on est flexible. Et la philosophie du cours et des séminaires est différente. Disons, le cours, c'est réellement un cours structuré avec une démarche que j'essaye d'être systématique, où tout n'est peut-être pas démontré, mais si ce n'est pas démontré, je donne des références. Donc c'est un vrai cours de ce point de vue-là. Les séminaires, c'est des séminaires. Les séminaires débouchent sur les grandes questions, les grands défis actuels. Et là, il y a parfois des sauts, et c'est un peu plus compliqué, mais ça permet d'ouvrir des fenêtres vers les grandes questions qui se rattachent au thème central du cours. Alors je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Oui, peut-être autre chose. Si vous avez des questions, puisque vous avez fait l'effort de venir, n'hésitez pas à les poser tout de suite. C'est des petites questions brèves pour clarifier une notation, quelque chose comme ça. Puis vous aurez aussi évidemment l'occasion de poser des questions à la fin du cours. À la pause, vous pouvez venir me trouver et on peut aborder des points qui ne seraient pas clairs. Bien, alors, s'il n'y a pas de questions maintenant, je vais commencer. Donc d'abord quelques mots d'introduction, et puis on rentrera réellement dans le vif du sujet. Donc mots d'introduction en guise de motivation. Alors en fait, une des motivations pour ce que je vais faire, c'est le fait que les groupes exceptionnels de type E, donc les groupes E selon la classification de Cartan, de dimension finie, E6, E7, E8, ou de dimension même infinie, E9, E10, E11, et j'expliquerai plus tard dans le cours ce que sont ces groupes de dimension infinie, apparaissent de manière inattendue et spectaculaire, je dirais spectaculaire parce que complètement inattendue, dans l'étude des supergravités maximales. Et ils apparaissent, ces groupes, disons, selon différentes approches que l'on peut suivre. Tout d'abord, et ça c'est l'approche historique, dans un travail tout à fait pionnier, Kremer et Julia ont montré que si on partait de la supergravité maximale à 11 dimensions. Donc supergravité maximale, c'est la supergravité qui a le nombre maximum de supersymétrie. Donc si on partait de la supergravité à 11 dimensions et qu'on en faisait la réduction dimensionnelle à 4 dimensions sur un tore, la théorie à 4 dimensions que l'on obtenait avait une symétrie inattendue, pour ça qu'on l'appelle cachée, parce qu'on ne la voit pas dans le lagrangien de départ, E7. Et c'est un résultat extrêmement profond, dont à mon avis on n'a pas encore mesuré ni compris complètement l'impact. Et donc il y a ce groupe E7 qui apparaît quand on fait la réduction à 4 dimensions. Si on va à 3, on a E8. Les conjectures ont été faites que si on descendait encore en dimension, mais c'est compliqué, ce n'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire, on obtiendrait même E9, E10 et E11 à 0 dimension. Donc ça c'est une première approche qui montre que des symétries inattendues et liées à des groupes gros, parfois même infinidimensionnels, sont liées à ces supergravités. Dans un tout autre cadre, même si nous allons voir qu'en un sens il y a un lien entre les deux approches, E10 fait son apparition à travers son groupe de Weyl
lorsqu'on étudie la supergravité dans un régime extrême, à savoir au voisinage d'une singularité de type de genre espace, qu'on appelle aussi dans la littérature singularité cosmologique, parce que le Big Bang est un exemple d'une singularité de genre espace. Je vais formaliser ça de manière plus précise plus tard. Et donc on voit apparaître, lorsqu'on étudie les équations de la gravitation ou de la supergravité dans cette limite, qui est une limite extrêmement violente, puisqu'il y a une singularité, il y a le groupe de Weyl de 10 qui apparaît. Et à nouveau, ce n'était pas écrit dans le Lagrangien de départ qu'on devrait trouver E10. C'est une symétrie cachée. C'est un résultat qui n'était pas évident au départ. Si au lieu de la supergravité maximale, on regarde d'autres théories de la gravité, donc je pense que le résultat que je vais décrire ici nous dit quelque chose sur la gravitation. Si on regarde des supergravités avec moins de supersymétrie, y compris la théorie avec zéro supersymétrie, la théorie d'Einstein pure, on voit apparaître également, soit par réduction dimensionnelle, soit en examinant ce qui se passe au voisinage d'une singularité de type cosmologique, des groupes de symétrie inattendus ou des groupes de Weyl liés à des groupes inattendus. Et donc, le but du cours va essayer d'expliquer ce phénomène. Et je vais le faire en suivant la deuxième approche, l'approche, disons, liée aux singularités de genre espace. L'autre approche est intéressante, mais je pense que vous avez sans doute déjà dû en entendre parler. L'approche liée aux singularités de genre espace est plus récente et repose aussi sur des travaux sur la gravitation qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Les travaux de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz, BKL, qui ont pu révéler des points extrêmement importants sur la structure des équations et des solutions des équations d'Einstein au voisinage d'une singularité. Donc je dirais qu'en eux-mêmes, ces résultats sur les solutions des équations d'Einstein au voisinage d'une singularité cosmologique de genre espace sont extrêmement importants. Et donc mon cours, en un sens, est aussi un prétexte pour développer cette théorie. Je vais d'ailleurs développer d'autres points à travers mon cours. Non seulement on va étudier les équations d'Einstein au voisinage d'une singularité, mais je vais devoir développer des notions de groupe de Coxeter, d'algèbre de Kac-Moody de dimension infinie, qui jouent un rôle dans d'autres domaines, et donc le sujet, indépendamment des symétries cachées de la gravitation, a un intérêt en lui-même. Voilà, maintenant trêve d'introduction générale. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier les équations d'Einstein au voisinage d'une singularité de genre espace. Et donc je vais vous décrire les travaux historiques de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz, BKL, qu'ils ont effectués dans les années 60 et 70 du siècle dernier, où ils ont obtenu, à mon avis, des résultats qui sont, à mon avis, remarquables. Et je vais le faire dans le cas de la gravitation pure à 4 dimensions, qui était le cas qu'ils ont traité, même si ce que je vais dire, et on le verra plus tard, s'applique à d'autres théories, et en particulier à la supergravité maximale. Donc quel est le problème posé? Donc on va étudier D. Donc grand D, ce sera la dimension d'espace-temps, petit d, ce sera la dimension d'espace. Donc je me passe à 4 dimensions, donc 3 dimensions d'espace. Et je regarde la gravitation pure, donc sans source, pour commencer, puis je vous dirai ce qui se passe quand on ajoute des sources. Et je vais supposer qu'il y a une singularité de genre espace et je cherche à résoudre les équations d'Einstein au voisinage de singularité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, je vais peut-être écrire des équations d'Einstein, ce qui me permettra de fixer mes conventions. Donc la métrique d'espace-temps, je vais la noter G alpha bêta. Donc les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, donc les valeurs d'espace-temps, et la métrique d'espace-temps dépend en général des 4 coordonnées x0, x1, x2, x3. Donc alpha, bêta, tous les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc la métrique, l'élément de longueur, c'est G alpha bêta dx alpha dx bêta. Et x alpha, oui, c'est t
xk, donc les indices latins. Donc très souvent, on va étudier la dynamique, donc je vais séparer le temps et l'espace. Donc le temps, c'est t. Les indices latins prennent les valeurs d'espace 1, 2, 3. Donc 0, c'est x0, c'est t. Donc je fais c égale 1. La vitesse de la lumière est égale à 1. Alors le Lagrangien d'Einstein, Hilbert, pour la gravitation pure, c'est... oui, je vais quand même mettre les facteurs, même si je vais faire certaines choses égales à 1 plus tard. C'est 1 sur 16 pi g, intégrale de d4x, courbure d'espace-temps, et je mets l'indice 4 parce qu'on aura aussi la courbure spatiale qui va jouer un rôle important, fois le déterminant de la métrique d'espace-temps, qui est négatif, donc on met un moins. Donc c'est une action qui vous est sans doute familière, hein, c'est Einstein-Hilbert. Je suppose que vous avez déjà été exposé aux équations d'Einstein. Et donc, vous savez que si on varie l'action, on demande qu'elle soit extrémum, on obtient les équations d'Einstein. Donc, que le tenseur d'Einstein, qui est donné par cette expression, est égal à 0. Et là, c'est à nouveau la courbure d'espace-temps. Bon, quand c'est clair, je ne vais pas nécessairement écrire. Hein, donc, c'est la courbure d'espace-temps, la même qui est ici. Et ceci, on l'appelle le tenseur d'Einstein. Et ça, ce sont les fameuses équations d'Einstein, qui sont des équations aux dérivées partielles du deuxième ordre en la métrique. Donc, la métrique, ses dérivées premières et ses dérivées secondes apparaissent dans ces équations. Et donc, ce que je veux faire, c'est résoudre ces équations dans un contexte particulier que je vais maintenant préciser. Alors, résoudre ces équations, vous savez que c'est compliqué. On ne connaît juste que quelques équations particulières de ces équations. Donc, l'ambition de Becquerel, c'est trouver la solution générale de ces équations. Donc, ça paraît être complètement fou, hein, puisqu'on connaît déjà très peu de solutions particulières, mais veulent trouver la solution générale de ces équations de manière approchée dans un contexte particulier que je vais préciser. Et donc, ils vont supposer qu'il y a une singularité de genre espace. Donc, ils vont supposer que, bon, on sait que l'apparence de singularité en relativité générale est en un sens générique. On connaît les théorèmes de Penrose et Hawking. Donc ils vont supposer qu'il y a une singularité et on va examiner ces équations au voisinage de la singularité. Alors c'est quelque chose de délicat à faire parce que beaucoup de choses explosent s'il y a une singularité. Mais il y a des choses qui explosent plus vite que d'autres. Ils vont regarder donc les termes les plus violents et ils vont voir si on peut dire, ce qu'on peut dire sur la métrique. Alors, la singularité, donc, on va supposer que cette singularité se produit sur une hypersurface de genre espace. Ça veut dire que donc on peut voir cette hypersurface. Bon, évidemment, l'hypersurface singulière n'est pas dans l'espace-temps, mais on va supposer qu'elle peut être vue comme limite d'une famille d'hypersurfaces de genre espace où les choses sont régulières. Je vais préciser ça. Donc, parfois, on utilise la terminologie singularité de genre espace. Comme en cosmologie, le Big Bang, c'est une singularité de genre espace, on utilise parfois l'expression aussi singularité cosmologique. Et c'est d'ailleurs l'expression utilisée par l'école russe Becquerel. Ils parleront de cosmological singularity. Mais c'est la même chose. Et cette singularité de genre espace, elle peut se produire dans le futur ou elle peut se produire dans le passé. Évidemment, en cosmologie, on a en tête que c'est le Big Bang et que ça se produit dans le passé, mais les équations sont invariantes pour le renversement du temps. C'est aussi vrai pour les singularités de genre espace dans le futur, et en particulier, par exemple, pour la singularité à l'intérieur de Schwarzschild, le trou noir. Ou s'il y a un Big Crunch, ce serait vrai aussi pour le Big Crunch. Bien, alors, pour décrire les équations d'Einstein ici, je vais me placer dans des coordonnées gaussiennes. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer ce que sont les coordonnées gaussiennes. Alors, les coordonnées gaussiennes, elles se construisent à partir d'une hypersurface de genre espace. Donc je me donne une hypersurface de genre espace que je vais appeler sigma.
Et je vais construire le système de coordonnées de telle manière que dans les coordonnées que je considère, cette hypersurface CT égale à 0. Je vais d'abord supposer que les choses sont régulières, pour commencer. Alors, sur cette hypersurface, je me donne un système de coordonnées d'espace, donc des coordonnées spatiales xk. Donc il y a un arbitraire, je peux changer mon système de coordonnées. Oui, mes considérations vont être locales, et ça suffit pour ce que je vais faire, parce qu'on va faire une étude locale des équations d'Einstein. Donc on fait les études des équations d'Einstein dans un ouvert. Les problèmes globaux sont intéressants, mais je ne vais pas les aborder ici. Donc on fait une construction locale. Le système de coordonnées de Gauss que je vais construire n'a qu'une validité locale, mais ce n'est pas grave, ça suffit pour ce qu'on veut faire. Donc, chaque point de l'hypersurface a des coordonnées spatiales et une coordonnée de temps t égale à 0. Et la question, c'est comment on attribue les coordonnées à des points qui sont en dehors de l'hypersurface. Alors pour ça, on va construire en chaque point de l'hypersurface la géodésique orthogonale qui passe par ce point. Donc gamma, donc je regarde un point P, gamma c'est la géodésique orthogonale qui passe par P. Et si j'ai un point ici Q qui est sur cette géodésique, je vais lui attribuer comme coordonnée temporelle le temps propre le long de la géodésique, donc T va être le temps propre. Et comme coordonnée spatiale, je lui attribue les mêmes coordonnées spatiales que P, le point d'où elle part. Et donc ceci me permet, en tout cas dans un voisinage de l'hypersurface, d'attribuer les coordonnées au point. Donc je construis un système de coordonnées de ce type-là, ça s'appelle les coordonnées de Gauss. Alors, à quoi ressemble la métrique dans les coordonnées de Gauss? Il y a déjà une chose qu'on peut dire, c'est que, donc cette expression-ci, si je la déballe, on va la déballer et on va tout de suite voir ce qu'on peut dire, c'est G00 dx0 dt carré, disons, plus 2G0k dt dxk, plus GKM dxk dxm, où les g dépendent des coordonnées. Mais puisque t est le temps propre, ce que je sais ici, c'est que g-1, que g00 est égal à -1. Oui. Puisque si je fais xk égale constante, tout ceci disparaît, je me balade sur la géodésique, je sais que dt est le temps propre, donc ds carré doit se réduire à moins dt carré. Donc oui, j'aurais peut-être dû le dire, la signature avec laquelle je travaille, c'est une signature où il y a surtout des plus, donc c'est moins, plus, plus, plus. Alors, les vecteurs tangents, alors on peut dire en fait plus dans le système de coordonnées de Gauss, en fait je vais vous montrer que ceci est égal à 0. Comment on voit ça? Bon, c'est certainement égal à 0 en t égale à 0, mais on va voir que c'est égal à 0 pour toute valeur de t. C'est égal à 0 en t égale à 0 parce que les coordonnées ici sont... enfin, la courbe gamma, qui est courbe à xk constante, est orthogonale. Mais de manière générale, on peut le voir pour les autres valeurs de t aussi, de la manière suivante. Donc, le vecteur, j'appelle d sur dx0 le vecteur tangent aux lignes de coordonnées de temps, donc l'équation xk égale à la constante. Donc je vais aussi l'appeler vecteur v, c'est plus facile à noter. Donc les composantes du vecteur v dans le système de coordonnées de Gauss, c'est 1, 0, 0, 0. Les tangents aux lignes de coordonnées de temps. Alors ce qu'on sait, c'est que ce sont des géodésiques. Donc ce vecteur v est transporté parallèlement à lui-même le long de la courbe. Et donc il obéit à l'équation v bêta V alpha point virgule bêta est égal à 0. Ça, c'est parce qu'on a une géodésique. Alors, si vous déballez ça en utilisant le fait que seule la composante 0 est non nulle, donc bêta doit être égal à 0, vous allez obtenir l'équation V alpha
point virgule 0 est égal à 0. Ça, c'est égal à V alpha, la dérivée ordinaire. Donc, point virgule, c'est dérivée covariante, virgule, c'est dérivée ordinaire, plus gamma alpha 0, bêta 0, V bêta est égal à 0. Et puisque seule la coordonnée bêta, seule la composante bêta est non nulle, et c'est égal à 1, j'obtiens ceci. Et puisque ça, c'est une constante, c'est 0 ou 1, donc ça ne dépend pas des coordonnées, en fait, j'obtiens comme équation que gamma alpha 0, 0 est égal à 0. Ou, en abaissant l'indice alpha, gamma alpha 0, 0, qui est 1, donc ça c'est les Christoffel, 1 demi G alpha 0, 0, plus G alpha 0, 0, moins G 0, 0 alpha, définition des gamma de Christoffel est égale à 0. Alors cette équation, elle vous dit, bon, lorsque alpha est égal à 0, elle ne vous dit pas grand-chose, parce que G0, 0 étant égal à moins 1, elle est automatiquement satisfaite. Mais on obtient quelque chose de plus intéressant quand je prends pour alpha une valeur d'espace, donc alpha égale à A. Dans ce cas-là, j'ai GA0,0 plus la même chose, moins 0 puisque G0, 0 dépend de rien. Donc en fait, on tire de là que G0A est égal, ne dépend pas de la coordonnée x0. Donc d'où ça ne dépend que de xk. Et si c'est nul à l'instant en t égale à 0, ce que c'est, puisque j'ai supposé que la courbe gamma était orthogonale à l'hypersurface, ben c'est tout le temps nul, puisque ça ne dépend pas de t. Et donc on a qu'en coordonnées de Gauss, la métrique se réduit à moins dt carré plus gkm, qui peut dépendre évidemment de tout, de x0 et de xk. Je vais mettre un autre indice peut-être. xn, disons, dxk, dxm. Voilà, donc ça c'est les coordonnées de Gauss. C'est des coordonnées où les équations d'Einstein sont particulièrement commodes à étudier. Mais peut-être avant de parler des équations d'Einstein dans les coordonnées de Gauss, je voudrais préciser une chose concernant l'arbitraire de ces coordonnées. Alors, une fois qu'on s'est fixé sigma, donc si sigma est fixé, quel est l'arbitraire de la construction? On voit que le seul arbitraire qui existe, c'est dans les coordonnées xk. Je peux mettre n'importe quel type de coordonnées spatiales sur sigma. Chaque fois, je peux ensuite faire la construction, mais vous voyez que tout le reste est déterminé. Donc, une fois qu'on s'est fixé sigma et un système de coordonnées sur sigma, plus rien tout est fixé. En d'autres termes, si je ne me donne que sigma, la seule ambiguïté, c'est un changement de coordonnées. Xk va en... donc l'arbitraire, ce sera t va en t' est égal à t, et xk va en xk égale à fk de xm. Sigma, l'hypersurface étant donnée. Évidemment, je peux construire un système de coordonnées gaussiennes pour toute hypersurface, donc il y a un arbitraire supplémentaire. Mais on va voir que dans notre cas, sigma va être fixé, donc je n'en parle pas. Et donc on voit qu'il y a trois fonctions arbitraires. Bon, ça va être important parce que je vais devoir préciser ce que c'est qu'une fonction générale, une solution générale des équations. Et donc c'est une solution qui dépend d'un nombre suffisant de fonctions arbitraires physiquement distinctes. Et donc il faut voir que faudra pouvoir compter ça. Alors, passons maintenant aux équations d'Einstein en coordonnées gaussiennes. Donc les équations d'Einstein, bon, je vais mettre les indices au-dessus, c'est des équations. Et donc l'idée, c'est que je vais réellement analyser le problème de Cauchy, c'est-à-dire je vais supposer que je me donne le champ gravitationnel sur sigma et je veux intégrer les équations. Donc je vais mettre en évidence les dérivées temporelles. Donc le tenseur d'Einstein dépend de la métrique. Dans notre cas, il n'y a que les composantes de la métrique qui sont présentes, les composantes spatiales de la métrique qui sont présentes.
de ces dérivées. En fait, il y a les dérivées temporelles et les dérivées spatiales, écrivons ça pour le moment comme ça, et puis des dérivées secondes. Donc, c'est des équations aux dérivées partielles à résoudre. Et puisque je vais me donner le problème de Cauchy, je vais isoler les dérivées, je vais séparer dérivées temporelles d'un côté et dérivées spatiales de l'autre. Vous voyez, j'ai des équations qui vont être en général, qui vont dépendre des dérivées secondes temporelles de GIJ. Donc, a priori, on s'attend à ce que pour résoudre le problème de Cauchy, on doit se donner sur sigma, GIJ, les dérivées premières par rapport au temps de GIJ, et que ensuite les équations d'Einstein me détermineront les dérivées secondes et me détermineront la solution. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin bon, je vais écrire néanmoins, donc l'idée, on va se donner GIJ, et G.IJ. Et on veut résoudre les équations. En fait, les équations d'Einstein ne jouent pas toutes le même rôle. Parmi ces équations, certaines sont en fait ce qu'on appelle des équations de contrainte, qui vont imposer des limites, des conditions sur les conditions initiales. Donc on ne peut pas choisir n'importe comment GIJ et G.IJ. On doit les choisir de manière à remplir certaines des équations d'Einstein, des équations qu'on appelle des équations de contrainte, et seules les autres équations, c'est des équations véritablement dynamiques qui me donnent les dérivées secondes par rapport au temps des GIJ, en fonction du reste. Alors, comment on peut voir ça? Mais en fait, cette propriété, c'est une conséquence directe de l'invariance de jauge de la théorie, de l'invariance par difféomorphisme. Alors, soyons plus précis. Je prétends que les équations G00 égale à 0 et G0i égale à 0, ce sont des équations de contrainte, donc ce sont des contraintes sur les conditions initiales. Donc les conditions initiales étant ça. Et par contre, les équations GIJ égale à 0 sont des équations dynamiques, c'est-à-dire qui permettent d'exprimer les dérivées secondes par rapport au temps en fonction du reste. Donc elles sont équivalentes, on peut les réécrire sous forme normale. G.IJ seconde est égal à une certaine fonction des G et des G points. J'écris ça symboliquement comme ça. Mais donc, dans la théorie d'Einstein, on ne peut pas se donner des conditions initiales comme on veut. Elles doivent obéir à ces conditions. Alors, comment on voit ça? Je dis c'est une condition, ça provient de l'invariance de l'action par changement de coordonnées, par difféomorphisme. Vous savez que l'équation, le Lagrangien d'Einstein-Hilbert est invariant si je change les coordonnées, et il en résulte des identités. Alors, quelles sont ces identités? L'invariance par difféomorphisme, donc si vous faites un changement de coordonnées, la métrique se transforme par sa dérivée de Lie. Donc la métrique, si xi est le paramètre infinitésimal du difféomorphisme, le champ vectoriel qui définit le difféomorphisme, sous difféomorphisme, voilà comment la métrique se transforme, qui est la dérivée de Lie de la métrique le long du vecteur xi. Alors, ce qu'on sait, c'est que puisque l'action est invariante par difféomorphisme, et donc ce que je vais écrire, c'est vrai pour toute action invariante par difféomorphisme, pas uniquement pour Einstein-Hilbert, eh bien, si je fais une variation, je vais obtenir les dérivées fonctionnelles de l'action par rapport à la métrique fois la variation de la métrique. Et comme c'est un tenseur symétrique, je l'obtiens deux fois. Et donc, si j'intègre par partie, j'obtiens que cette expression-ci est égale à 0, puisque l'action est invariante sous difféomorphisme, quel que soit le vecteur xi. Bon, qui doit peut-être s'annuler au bord, parce que j'ai fait des intégrations par partie, mais comme xi est arbitraire, on peut le prendre nul au bord. Si xi est arbitraire, en étant éventuellement nul au bord, le coefficient de ça, si ceci est nul pour tout xi ayant ces propriétés, il faut que le coefficient ici soit nul.
Et donc on obtient toute action qui est invariante par changement de coordonnées et qui dépend de la métrique va obéir aux identités suivantes. Donc, si vous regardez les équations variationnelles, c'est ce qu'on tire de là. Ça exprime l'invariance de l'action. Dans le cas de l'action d'Einstein-Hilbert, où la dérivée fonctionnelle, c'est le tenseur d'Einstein, à un facteur près, ceci, c'est juste ce qu'on appelle les identités de Bianchi contractées. Donc une manière de comprendre les identités de Bianchi contractées, c'est que ce sont des identités qui expriment l'invariance de l'action gravitationnelle par difféomorphisme. Et on peut voir tout de suite que ces identités de Bianchi contractées vont impliquer que les équations d'Einstein, nécessairement, ce sont des identités. Ça veut dire que ce n'est pas des équations. Vous mettez là-dedans n'importe quelle métrique, ce sera toujours satisfait, que la métrique soit ou pas solution des équations d'Einstein. Sinon, on n'appellera pas ça des identités. Je prétends que ces identités, que je vais écrire peut-être explicitement, impliquent forcément ce que j'ai dit ici. Et donc je vais les décomposer, ces identités. D'abord, la dérivée covariante, c'est la dérivée ordinaire plus des termes en les gamma. Plus gamma, donc je contracte, l'indice bêta est contracté. Bêta, lambda, pour avoir comme dans mes notes, alpha lambda égale à 0. Et donc on va écrire ces identités pour alpha égale à 0 et puis pour alpha est égal à A, donc valeur d'espace. Donc j'ai 4 identités, puisque bêta est sommé, mais il y a un indice libre alpha qui peut être soit 0, soit une valeur d'espace. Alors pour 0, qu'est-ce que j'obtiens ? Et je vais mettre tout ce qui n'est pas dérivé temporel de l'autre côté. Donc c'est moins G0B, B, puis les termes en les gamma. Je vais quand même les écrire. Moins gamma 0 lambda bêta G lambda bêta, moins gamma bêta lambda bêta G0 lambda. Et puis ici, je prends la valeur d'espace. Donc je vais avoir GA, j'ai un terme en dérivée temporelle. Et puis j'ai les termes en dérivée spatiale. Et puis j'ai de nouveau les termes en les gamma. Donc ils sont A lambda bêta, G lambda bêta, moins gamma bêta, lambda bêta, G A lambda. Alors, les équations d'Einstein dépendent au plus, donc le tenseur d'Einstein dépend au plus des dérivées secondes de la métrique par rapport au temps. Donc tout ce que j'ai écrit de ce côté-ci, ça fait apparaître au plus les dérivées secondes. Bon, là, il y a des dérivées secondes, mais je dérive par rapport à l'espace, donc je ne vais pas faire... éventuellement, dériver par rapport à l'espace, mais je regarde les dérivées temporelles. Et ici, c'est des dérivées premières, là, c'est des dérivées secondes. Donc, il n'y a pas de dérivée troisième par rapport au temps. Ça, c'est le point clé. Ici, il n'y a pas de dérivée troisième par rapport au temps. Ce sont des identités. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, il ne peut pas y avoir de dérivée troisième par rapport au temps. Supposons que G00 dépende des dérivées secondes par rapport au temps. Alors, qu'est-ce que ce serait ça ? Ce serait dG00 sur dGij seconde, G dérivée troisième de Gij par rapport au temps. Mais puisqu'il ne peut pas y avoir ces termes-là, ça veut dire que ce coefficient-là est nul. Donc ça veut dire que G00 ne peut pas dépendre de dérivée seconde de Gij par rapport au temps. Parce que sinon, on n'arriverait pas à remplir, à satisfaire à cette identité, qui est une identité. Ça ne peut pas être une condition sur les GIJ. C'est satisfait pour tous les GIJ. D'accord ? Donc, alors pareil ici. Qu'est-ce que j'obtiendrai là ? J'obtiendrai dGA0 sur dGIJ, puis des dérivées troisièmes par rapport au temps de GIJ. Dérivées troisièmes qui n'apparaissent pas là, donc ce terme ne peut pas être présent si c'est une identité. Et donc à nouveau, 0, 0.
Et donc, ni G00 ni GA0 ne peuvent dépendre de dérivées secondes de la métrique par rapport au temps. Et remarquez que, en fait, c'est réellement une conséquence des identités que j'ai écrites ici. Et ces identités sont juste une conséquence de l'invariance par difféomorphisme. En d'autres termes, si vous prenez un Lagrangien plus compliqué que le Lagrangien d'Einstein, vous aurez les mêmes propriétés. Qui est invariant par difféomorphisme, vous aurez les mêmes propriétés. Bien, donc ce n'est pas un accident. Donc, donc maintenant, vous pourriez, si vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai dit, vous pouvez déballer explicitement tout le tenseur d'Einstein, hein, l'écrire explicitement en termes de dérivées, etc. Et vous verrez que tous les termes en les dérivées secondes de la métrique ici disparaissent. Bien. Alors, donc ça veut dire que dans ces équations ici vont se séparer effectivement en équations de contrainte. Bon, là, on peut voir que les dérivées secondes apparaissent bien. Et donc, effectivement, peut-être je vous laisserai ça comme exercice, on peut réécrire les équations dynamiques sous forme normale par rapport aux dérivées secondes de la métrique. Donc, GIJ, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on doit résoudre en fonction du reste. En fait, je vais écrire ces équations tout de suite. Et je vous laisse vérifier comme exercice que c'est bien les équations d'Einstein. Donc, si j'écris ceci en coordonnées gaussiennes, et je regarde la partie IJ, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais introduire la notation kappa IJ. Donc, ça, c'est en principe un kappa, mais je pense que entre mes kappa et mes x, la différence n'est pas toujours visible. Donc, je vais donner une lettre, un symbole particulier pour la dérivée première par rapport au temps de la métrique GIJ. Donc, en fait, géométriquement, c'est relié à la courbure, ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Si KIJ est la courbure extrinsèque, en fait, c'est moins 1,5 kappa IJ. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça KIJ, mais kappa. Bon, c'est plus facile de ne pas traîner ce facteur moins 1,5. En tout cas, donc ceci c'est vrai en coordonnées gaussiennes. Hein. Il y a des termes en plus si on n'est pas en coordonnées gaussiennes, mais on est en coordonnées gaussiennes. Donc j'introduis ce symbole-là. Si vous prenez la trace de kappa, c'est facile de voir que vous allez prendre la trace ici, donc ça fait apparaître la dérivée du déterminant. Donc c'est G point sur G. Et G, à partir de maintenant, c'est le déterminant de la métrique spatiale, G3. Déterminant de la métrique d'espace-temps, ce serait, il y a un moins 1 qui se met en plus. Alors, donc G, puisque je suppose que j'ai un espace-temps de signature minkowskienne, il y a un signe moins, ce qui veut dire que la métrique ici est de signature, est une métrique riemannienne, de signature euclidienne. Et donc son déterminant est positif. Alors, la métrique inverse, c'est facile en coordonnées gaussiennes, c'est facile de calculer la métrique inverse. Elle va être aussi diagonale par bloc. J'ai moins 1 ici, 0, 0, et la métrique inverse GIJ de la métrique d'espace GIJ. Donc ça, c'est facile. Et donc, exercice, peut-être, je vais les écrire ici en dessous. Les équations d'Einstein en termes de ces variables-là en coordonnées gaussiennes prennent la forme, donc les équations dynamiques, donc ça doit être des équations du second ordre pour GIJ, donc ça va être du premier ordre pour les kappa IJ. Je vais les laisser ici. Donc c'est 1 sur 2 racine de G kappa IJ. Donc les indices sont élevés et abaissés à l'aide de la métrique. Hein. Plus R IJ est égal à 0, où ça c'est la courbure spatiale. Donc c'est réellement R3 IJ, mais
je ne vais pas écrire le 3, puisque je vais travailler maintenant qu'avec la courbure spatiale. Donc, ça ne contient pas les dérivées temporelles, c'est uniquement construit à l'aide de la métrique GIJ et ses dérivées spatiales. Et il y a les équations de contrainte. Qui, bon, ben, il y a G00. Alors G00 égale à 0, c'est écrit de la manière suivante. 1 quart kappa carré moins 1 quart kappa ij kappa ji. Donc on écrit parfois la trace de kappa au carré moins trace de kappa carré, plus la courbure spatiale est égale à 0. Donc ça, c'est l'équation, en fait, G00 égale à 0. Et puis l'équation G0A égale à 0, elle est équivalente à trace de kappa dérivée par rapport à I, moins kappa J, IJ. Alors, je vais expliquer le symbole bar J est égal à 0. On est amené à considérer deux dérivées covariantes. La dérivée covariante d'espace-temps, on utilise la métrique d'espace-temps, que j'ai notée point virgule. Je vais aussi considérer la dérivée covariante d'espace pour des quantités qui sont définies sur les hypersurfaces t égale à constante, qu'on calcule à l'aide de la métrique d'espace, et je la note, cette dérivée covariante, par une barre verticale. Donc ça ne fait apparaître que les gammas d'espace. Donc ça, ce sont les équations qu'on doit résoudre en coordonnées gaussiennes. Et vous voyez, comme je l'ai annoncé, que les équations de contrainte, effectivement, ne dépendent que de dérivées premières de la métrique, à travers kappa, mais il n'y a pas de kappa point. Par contre, les équations dynamiques font apparaître kappa point. Alors, autre chose à dire aussi, c'est que les équations de contrainte, et c'est à nouveau une conséquence des identités de Bianchi, vous pouvez vérifier en utilisant ceci que si les équations d'Einstein, les équations dynamiques sont satisfaites, donc GIJ égale à 0 pour tout T, alors automatiquement les dérivées temporelles de G00 et de GA0 vont être nulles. Et donc il suffit de satisfaire aux contraintes à l'instant initial, en t égale à 0, pour qu'elles soient satisfaites à tout moment. Et ça, c'est à nouveau une conséquence. On peut voir ça comme une conséquence des identités de Bianchi. Donc les contraintes, en fait, elles ne sont pas trop embêtantes. Les conditions initiales satisfont aux contraintes, ça suffit, on sait que les contraintes seront toujours satisfaites. Le problème sera de résoudre les équations dynamiques. Enfin, quand je dis elles ne sont pas trop embêtantes, ça ne veut pas dire que c'est des équations faciles à résoudre, hein, mais disons, il suffit qu'elles soient satisfaites à un moment pour qu'elles soient satisfaites à tout moment. Bien. Alors, quelle est la question que se sont posées BKL? Eh bien, ils se sont dit, on veut résoudre ces équations, même trouver la solution générale de ces équations, mais peut-être de manière approchée, en supposant qu'en t égale à 0, prenons ça, t égale à 0, il y a une singularité de courbure. Donc là, c'est une drôle de condition initiale. Hein, donc, on va voir comment... Bon, ça paraît un peu étrange quand je dis ça comme ça, mais on va voir qu'il y a moyen de faire des choses. Donc je suppose qu'en t égale à 0, la métrique est singulière et que ces invariants de courbure, c'est une vraie singularité, c'est même une singularité de courbure, donc ces invariants de courbure tendent vers l'infini. Et je veux essayer de résoudre les équations. Non seulement je veux essayer de résoudre les équations, mais je veux trouver une solution générale des équations qui a cette propriété. Alors peut-être je dis quelques mots sur solution, ce que veut dire solution générale, comment il faut comprendre le terme solution générale. Et puis, je vais vous montrer comment ils ont procédé, comment procéder. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution générale
des équations d'Einstein. Donc c'est en fait une solution qui contient suffisamment de fonctions arbitraires pour pouvoir être ajustée à n'importe quel ensemble de conditions initiales que vous me donnez. Vous me donnez des conditions initiales quelconques qui satisfont bien sûr aux contraintes. Et si j'ai une solution générale qui dépend de paramètres, je peux vous dire, ben oui, prenez tel paramètre égal à ça, enfin, c'est des fonctions, puisqu'on sait que c'est une théorie des champs, telle fonction égale à ça, telle fonction égale à ça, telle fonction à ça, telle fonction égale à ça, et vous obtenez une solution qui remplit les conditions initiales que vous m'avez données. Donc ça, c'est très ambitieux. Alors, on va voir que c'est un peu plus compliqué, mais disons, ça vous donne la philosophie générale. Comptons le nombre de fonctions arbitraires qui doivent intervenir. La gravitation, vous avez dû compter ça de différentes manières, qu'on possède 2 degrés de liberté, les 2 degrés d'hélicité du photon, c'est une manière du graviton. C'est une manière de voir. Donc, vous savez aussi que les équations sont du 2e ordre, donc en fait, le nombre de conditions initiales physiquement distinctes qu'il faut se donner pour décrire le champ de gravitation, c'est 4 fonctions des coordonnées. 2 plus 2, puisque donc c'est les Q et les P, les Q et les Q points. Il y a 2 Q, 2 Q points, donc je vais vous donner Q et Q points, mais c'est une théorie des champs sur une hypersurface de genre-espace, donc je vais vous donner 4 fonctions physiquement distinctes, parce que ça c'est les degrés physiques du graviton, sur une hypersurface de genre-espace. Donc une solution générale des équations d'Einstein, c'est une solution des équations d'Einstein qui dépend de 4 fonctions physiquement distinctes des coordonnées d'espace. Bon. Alors, supposons que je construise une solution de ces équations dépendant de fonctions arbitraires. De combien de fonctions elle doit dépendre pour pouvoir être qualifiée de solution générale? Il faut faire attention parce qu'on a vu que dans les coordonnées de Gauss, il restait encore un arbitraire de coordonnées. En d'autres termes, si je vous donne une solution, et puis si je vous donne une autre solution qui diffère de celle-là par un changement de coordonnées d'espace, ça va être la même solution physique. Donc je pourrais introduire de fausses fonctions arbitraires dans ma solution. Mais on a vu que dans les coordonnées de Gauss, l'arbitraire de coordonnées, puisqu'on a fixé l'hypersurface, si on a fixé l'hypersurface sigma initiale, ou en t égale à 0, et on va la prendre pour coïncider avec la singularité, donc il y a une singularité quelque part, on prend sigma égale à 0, sigma t égale à 0 en la singularité, donc la sigma est fixée, il reste 3 fonctions arbitraires de x comme arbitraires. Et donc pour avoir une solution générale, il faut une solution qui dépende de 7 fonctions arbitraires de x, les 4 physiques et les 3 correspondant à cet arbitraire de coordonnées. Donc si j'arrive à construire une solution des équations d'Einstein qui dépend de 7 dans coordonnées de Gauss, qui dépend de 7 fonctions arbitraires des coordonnées spatiales et qui a bien une singularité en t égale à 0, eh bien je pourrais appeler ça solution générale. Et en tout cas, elle me décrit, parce que la théorie d'Einstein c'est compliqué, elle me décrit sans doute un ouvert dans l'espace des solutions. Il y a peut-être d'autres solutions générales, peut-être qu'avec mes valeurs de paramètres, je ne pourrais pas atteindre tout l'espace des solutions générales, mais donc j'ai une solution générale dans ce cas-là, mais pour pouvoir se qualifier de une solution générale, ça veut dire que si je la change un petit peu, si je change un peu les coordonnées, les conditions initiales, il suffit de changer un peu les fonctions arbitraires pour rester ajusté à ces nouvelles conditions initiales. Donc il pourrait y avoir plusieurs solutions générales. Ça c'est un problème compliqué que je ne vais pas aborder du tout. Mais en tout cas ici, je vais chercher une solution générale au sens que je viens indiquer. Bon. Alors, on a fait le compte. Comment ont procédé Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz? En fait, il y a réellement eu 2 étapes. Il y a eu d'abord Kalatnikov et Lifshitz, et puis Belinsky est venu. Je vous expliquerai ça, l'histoire. Donc, ils ont voulu, comme j'ai dit, construire une solution générale, donc dépendant de suffisamment de fonctions, de ces équations-là, avec en t égale à 0 une singularité. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est que, une singularité, c'est très violent. Mais ils se sont dit, au voisinage d'une singularité, les dérivées les plus violentes, tout explose. Il y a des choses qui explosent plus vite que d'autres. Ils se sont dit,
au voisinage d'une singularité de genre espace, ça va être les dérivées temporelles qui vont jouer le rôle dominant, qui vont exploser de plus vite, puisqu'elles sont bornées, les choses sont bornées dans le temps, et donc, bon, il faut voir si c'est vrai, mais donc ils sont partis de l'hypothèse qu'au voisinage d'une singularité de genre espace, les dérivées du champ qui jouaient le rôle le plus important, c'étaient les dérivées temporelles. Et donc ils se sont dit, prenons comme point de départ les équations d'Einstein dans lesquelles je laisse tomber les dérivées spatiales, parce qu'elles explosent moins vite, et voyons si je peux résoudre, et si à partir de là, je peux construire, ou nous, puisqu'ils étaient plusieurs, nous pouvons construire une solution générale. Donc ça, c'est l'idée. Mais évidemment, pour le moment, ce sont des mots, il faut le faire. Mais l'idée est que... Alors, on va voir que c'est subtil, parce que les dérivées spatiales ne sont pas complètement négligeables, elles vont jouer un rôle important. On ne peut pas juste les mettre égales à zéro, mais en un premier temps, ils se sont dit, mettons-les à zéro et voyons ce qui se passe, voyons ce qu'on peut dire. Et voyons si l'approximation qui est faite de se dire les termes en les dérivées spatiales, à savoir ici, la courbure spatiale en particulier, voyons si je peux laisser tomber ça dans les équations dynamiques, donc en supposant que c'est ça réellement le terme qui explose le plus vite. Et que je pourrais ensuite tenir compte de ça par une perturbation autour de la solution de cette équation sans ce terme-là. Donc ça, c'est l'idée. Donc l'idée est... Alors c'est une idée qui paraît d'ailleurs qui paraît naturelle, mais qui en plus était basée sur l'examen de certaines solutions exactes qui existaient dans la littérature. Donc il existe des solutions exactes dans la littérature où c'est vrai. On va voir d'ailleurs la singularité de Schwarzschild, si j'ai l'occasion de le faire, je vais vous montrer qu'elle rentre effectivement dans cette catégorie-là. Voilà. Bien. Et donc, ils se sont dit, résolvons d'abord le problème des équations d'Einstein tronquées où on laisse tomber ça, la courbure spatiale. Alors vous voyez que les équations d'Einstein tronquées où je laisse tomber la courbure spatiale, c'est exactement les mêmes équations que si la métrique ne dépend que du temps, que je laisse tomber ces gradients spatiaux. Et les solutions où la métrique ne dépend que du temps ont été construites il y a très longtemps, plus d'un siècle sans doute, ou un peu moins d'un siècle, par un certain Kastner, et donc ça s'appelle la solution de Kastner. Donc la solution de Kastner, c'est une solution qui décrit un univers complètement homogène, c'est-à-dire où les choses ne dépendent pas de la position, mais peuvent dépendre du temps. Et ils se sont dit, en chaque point, si on peut négliger les gradients spatiaux, on a les mêmes équations dynamiques que pour les modèles de Kastner. Et donc, partons de la solution de Kastner. Alors, comme peut-être vous n'avez pas vu dans le passé la solution de Kastner, je vais dériver d'abord la solution de Kastner. Peut-être que je vais devoir aller un peu vite quand même, parce que je vois que... Donc, solution de Kastner. Donc, la solution de Kastner, c'est une solution exacte des équations d'Einstein, où on suppose que la métrique ne dépend que du temps. Et donc, ces dérivées spatiales sont strictement nulles. Et pourquoi on regarde cette solution? Je le répète, c'est parce qu'on se dit qu'en première approximation, en chaque point d'espace, les équations se réduisent aux mêmes équations pour la solution de Kastner. Puisque pour la solution de Kastner, ça c'est égal à zéro, strictement. Alors, écrivons les équations de Kastner. Si c'est nul, les équations se réduisent à racine de g kappa ij point égale à 0. Donc vous voyez qu'on va pouvoir intégrer ça. On a quand même une des deux contraintes qui reste. Et puis l'autre, si rien ne dépend de l'espace, pour Kastner, elle est absente. Si on suppose que la métrique dépend de l'espace, mais que c'est cette dérivée temporelle qui domine, évidemment, là, il y aura quelque chose qui reste parce qu'il n'y a pas de dérivée temporelle. Donc, il y aura des contraintes, mais bon, j'y reviendrai après. Donc, on va regarder ces équations-ci. La métrique ne dépendant que du temps, et donc kappa ij ne dépendant que du temps également. Alors, je vais peut-être aller assez vite sur la dérivation de cette solution. L'idée, c'est qu'on prend d'abord la trace de cette équation. La trace de cette équation va impliquer que kappa ij, c'est g point sur g. Donc vous voyez apparaître une équation, je vous donne tout de suite la solution. Ceci va impliquer que racine de g, donc on prend la trace. Donc je vous laisse faire une partie par exercice
que racine de g va être linéaire en le temps, donc plus une certaine constante. Donc il y a deux constantes d'intégration, c'est une équation du deuxième ordre que j'appelle lambda ici. Vous voyez que racine de g kappa ij est égale à une constante, et kappa ij c'est directement relié à g point, donc si je prends la trace, vous allez avoir c'est un exercice facile. Donc racine de g se comporte linéairement en t. La constante ici, je vois que dans mes notes, je ne sais pas si je l'appelais grand θ, donc je vais l'appeler grand θ. Alors, on suppose que la singularité est en t égale à 0. Vous voyez qu'ici, il va y avoir une singularité qui peut apparaître comme une singularité de coordonnées, mais qu'en fait, qui est une vraie singularité de la variante courbure, en t égale à moins θ sur lambda. Donc, si je suppose que c'est en t égale à 0 qu'a lieu la singularité, θ doit être nul. En fait. Donc, θ est nul. Et donc, racine de g, c'est lambda t. Alors, une fois qu'on a ça, donc j'ai aussi que cette équation-ci me dit que racine de g kappa ij point est égale à 0, donc racine de g kappa ij est égale à constante, donc que je vais appeler Cij. Kappa ij, c'est Cij sur lambda t, mais en absorbant le lambda dans C, ça va se comporter comme ça. Donc je dois intégrer ces équations. Bon, c'est des équations qui ne sont pas très compliquées. Hein. G.ij, avec j'ai monté, donc c'est G, ij, ik, G.kj sur T est égal pardon, donc ceci c'est la même chose que Gik, G.kj. Donc les équations à résoudre, c'est ça, c'est les équations différentielles du premier ordre en léger, et donc on peut intégrer. Et donc je vous dis, je ne vais pas passer en revue tous les détails du calcul, je vais vous donner tout de suite la solution, mais je vous dis quand même comment on procède. L'idée, c'est que la matrice Cij est diagonalisable. Pourquoi elle est diagonalisable? En fait, vous voyez que ceci, c'est une matrice symétrique, donc je peux toujours diagonaliser simultanément kappa ij et gij. Gij est de signature euclidienne, donc je peux toujours trouver un repère où Gij et G.ij sont simultanément diagonaux, et dans ce cas-là, vous voyez bien que kappa ij est diagonale. Et donc Cij va être une matrice diagonale dont on appelle les valeurs propres P1, P2, P3, qui vont être les exposants de Kästner. Et puis une fois qu'on a observé ça, on intègre, les équations aussi sont invariantes par changement de coordonnées, donc on va les intégrer dans la base où c'est diagonale, ce qui est facile, et puis on va l'écrire dans une base quelconque. Donc une fois qu'on fait ça, donc je vous laisse faire ça comme exercice, c'est pas très compliqué. Hein, il y a des équations différentielles plus compliquées que celles que j'ai écrites. On se place dans une base diagonale, elles sont encore plus simples, et on obtient comme solution la solution suivante, qui est la solution de Kästner. Oui, je l'ai déjà dit. Donc, la solution de Kästner, c'est ds carré égale à moins dt carré plus t exposant 2p1. Puis je ne vais pas nécessairement me placer dans une base où c'est diagonale, donc j'appelle je ne vais pas supposer que les coordonnées x1, x2, x3 sont telles que la métrique est diagonale, donc il faut peut-être faire un changement de base pour que ce soit diagonal. Plus t exposant 2p2 mi mj plus t exposant 2p3 ni mj, où L, M, N sont des vecteurs constants, linéairement indépendants, donc ça forme une base, c'est la base où la matrice est diagonale, dxi, dxj. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on obtient par intégration, et on a une condition, il faut que racine de g soit en t, donc vous voyez que ça va faire apparaître P1 plus P2 plus P3, donc P1 plus P2 plus P3 doit être égal à 1. Donc ça vient de ceci. Hein, pour calculer le déterminant, on voit apparaître comme le comportement en T, ça va être T exposant 2P1 plus 2P2 plus 2P3.
fois des facteurs qui ne dépendent pas de t. Et il faut ajuster ça à ça. Mais donc G va être en t carré, donc il faut que P1 plus P2 plus P3 soit 1. Et puis la contrainte qui est ici, elle va me donner des conditions sur les carrés des valeurs propres. Et en fait, si on déballe, si on fait le calcul, elle me dit que P1 carré plus P2 carré plus P3 carré est égal à 1. Donc ça vient de la contrainte. Ça vient du fait que racine de G doit être en lambda t. Donc exercice, vérifier qu'effectivement la solution générale de ces équations est donnée par cette expression. Donc vous avez un certain nombre de constantes d'intégration. Vous en avez en fait essentiellement une ici, puisqu'il y a 3 P, mais ils sont reliés par 2 conditions. Et puis vous avez 3 LI, 3 MI, 3 NI, qui décrivent simplement le choix de la base. D'accord, alors ça c'est la solution de Kastner. Que dire de la solution de Kastner avant de parler de la métrique de Kastner généralisée? Oui, tout d'abord qu'on peut vérifier que quelles que soient les valeurs de P, sauf une que je vais expliquer, obéissant à ces relations, la métrique ici est bien singulière. Donc en t égale à 0, certains des invariants de courbure explosent, et donc on ne peut pas changer les coordonnées pour les rendre réguliers. Donc il y a une véritable singularité, sauf pour les valeurs P1 égale P2 égale à 0 et P3 est égal à 1. Donc ça c'est clairement une solution. La somme des P carré fait 1, la somme des P fait 1. Mais ça c'est en fait la métrique correspondante, c'est Minkowski dans les coordonnées de Milne. Ou Milne, je ne sais pas. Je vais exclure ce cas. On peut traiter ce cas si on veut après. Ça complique les choses. Donc, on va supposer que les exposants de Kastner ne sont pas donnés par ça. Mais s'ils sont donnés par ça, vous pouvez voir que la solution de Kastner, c'est Minkowski à un changement de coordonnées près. Une portion de Minkowski à un changement de coordonnées près. Mais je vais l'exclure, ça va compliquer la discussion, et ça complique la discussion, mais ça ne change pas le résultat. Alors, oui, je vais peut-être... Je ne sais pas si vous voulez que mes notes soient disponibles à un moment donné. Je ne sais pas si je devrais voir ici avec le collège si c'est possible. Je pourrais éventuellement en faire un scan et mettre les notes en PDF. J'imagine sur le site, ça doit être possible. Ce qui me permet de sauter certaines choses. Et puis, par exemple, la dérivation de la solution de Kastner est faite en détail dans les notes. Bon, ce n'est pas très compliqué, mais c'est peut-être bien de l'avoir quelque part. Alors, les exposants P vont jouer un rôle très important par la suite. On leur donne un nom, ce sont les exposants de Kastner. Donc, P1, P2, P3, c'est les exposants de Kastner. Et ces exposants de Kastner obéissent à certaines propriétés intéressantes. Tout d'abord, bon, il est commode pour la discussion, et on peut toujours le faire en réordonnant la base, de supposer que P1 est le plus petit. Donc on a les inégalités suivantes. Bon, si ce n'est pas le cas, ben je change ma base. Si par exemple P2 est plus petit que P1, je change M et L. Donc pour fixer les idées, je vais supposer ça. Je prétends que P1 est toujours négatif. Donc parmi les exposants de Kastner, il y en a toujours un qui est négatif, le plus petit. Comment on voit ça? Vous voyez que par la deuxième équation, leur valeur absolue est nécessairement inférieure ou égale à 1. Maintenant, supposons qu'ils soient tous les trois positifs. Donc ce seraient des nombres positifs compris entre 0 et 1. Mais vous savez que le carré d'un nombre positif compris entre 0 et 1 est plus petit que le nombre lui-même. Donc si la somme doit être égale à 1, la somme des carrés qui sont tous positifs, la somme des carrés va être strictement, et qu'on n'est pas dans ce cas-ci, la somme des carrés va être strictement plus petite que 1. Donc il y a toujours un exposant de Kastner négatif. Ça c'est important. On va voir que, en fait, c'est peut-être
la chose la plus importante à retenir de la solution de Kastner. Il y a toujours un exposant de Kastner négatif. Puis une autre chose assez intéressante, c'est qu'on peut donner une paramétrisation. Donc, P1, P2, P3 dépendent essentiellement, il n'y a qu'un seul paramètre arbitraire parmi les P, puisqu'il y a deux équations pour 3. Alors, il y a une paramétrisation intéressante de ces relations de Kastner, donc on appelle ça les relations de Kastner, en termes d'un paramètre U, qui est la suivante, qui a été donnée par Belinsky, par BKL. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on y arrive, je vous demande simplement de vérifier que c'est une bonne paramétrisation en termes d'un paramètre U qui est supérieur ou égal à 1. Même je vais le prendre plus grand que 1 parce que je pense que le cas U est égal à 1. Ah non, U est égal à 1 n'est pas... Bon. Alors, exercice, vous vérifiez que si vous prenez ces expressions-là, que vous insérez ça là-dedans, ça satisfait bien la relation de Kastner, et qu'inversement, tout triplet P1, P2, P3 obéissant à ça peut être paramétrisé en termes... Il existe un U tel qu'on peut écrire ceci. Et si vous regardez le domaine de variation donc si vous regardez les P en fonction de U, alors en fonction de U, alors oui, il y a aussi une autre propriété de cette relation qui est importante, c'est qu'elle est invariante si je remplace U par 1 sur U. Mais évidemment, 1 sur U alors est compris entre 0 et 1. Donc si vous remplacez ça là-dedans, les relations sont invariantes, à ceci près que P2 et P3 sont échangés. Donc si vous remplacez U par 1 sur U, l'expression de P1 reste la même, l'expression de P2 devient l'expression de P3 et l'expression de P3 devient l'expression de P2. Donc il y a ce changement qui se fait. Et du coup, c'est plus facile, plutôt que de devoir aller jusqu'à l'infini, de mettre ici 1 sur U. Alors on peut voir, je vous laisse vérifier, que l'exposant de Kastner P1 se comporte, décroît de manière monotone en termes de 1 sur U, donc il croît de manière monotone en fonction de U. Donc il va comme ça. Ça c'est P1. Alors P2, bon, là ça va aller à 2 tiers. Donc le domaine de variation de P2, c'est de 0 à 2 tiers, et de P3, pardon, le plus grand, fait quelque chose comme ça. Oui, ça s'arrête à 1. Voilà. Donc de là, vous pouvez avoir en termes de 1 sur U. Et donc voilà, donc vous voyez que P1 est toujours négatif et varie entre moins 1 tiers et 0. P2 est positif, varie de 0 à 2 tiers, et P3 est toujours plus grand que 2 tiers. Donc le cas où il y a deux exposants, les cas où il y a deux exposants égaux, c'est soit ici, mais ça c'est Milne, et j'aime autant, on l'évite. Sinon c'est 2 tiers, 2 tiers et moins 1 tiers. Pour vérifier que 2 tiers, 2 tiers et moins 1 tiers satisfait bien ces conditions. Bon, alors on peut expliquer la manière d'arriver à cette paramétrisation, mais je ne vais pas le faire. Revenons à la solution de Kastner. Mais vous voyez qu'en raison du fait qu'un des exposants est négatif, P1, et les autres positifs, si je regarde le comportement de la métrique quand je tends vers la singularité, oui, donc je supposais que la singularité était dans le passé, hein, on a T positif, T égale à 0, c'est la singularité, mais vous voyez que les distances selon la direction 1, selon la direction L, vont être étirées, puisque ceci explose, l'exposant est négatif, et selon les deux autres distances de direction, elles vont être compressées. Et donc une sphère deviendrait comme une crêpe, ou un cigare, je ne sais pas. Non, il y en a deux qui sont compressées et il y en a une qui est étirée, donc plutôt comme un cigare. Donc c'est une solution clairement anisotrope. Alors,
rappelez-vous pourquoi on est intéressé par Kastner. On est intéressé par Kastner parce qu'on pense que, ou on fait l'hypothèse que les dérivées spatiales peuvent être négligées au voisinage de la singularité. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est construire ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée. Et la métrique de Kastner généralisée, ça va être exactement cette métrique-ci, mais on va supposer que P1, P2, P3, LI, MI et NI dépendent des coordonnées spatiales. Donc qu'on pouvait négliger à un moment donné ou qui étaient juste comme des paramètres. Donc la métrique de Kastner généralisée, c'est cette métrique-là, mais on suppose qu'on a des fonctions de x. Donc, P1 de x, et pour insister sur le fait que c'est les coordonnées spatiales, je mets un vecteur. Hein, c'est x1, x2, x3, pas x0 évidemment, sinon Li de x, Lj de x, plus t exposant 2p2 de x, mi de x, mj de x, plus t exposant 2p3 de x, ni de x, nj de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée. On a simplement pris la métrique de Kastner et on a supposé que toutes les constantes d'intégration qui apparaissaient, eh bien, c'était maintenant des fonctions de x. Mais les p sont toujours soumis à cette condition. Hein. Parce que ces conditions, bon, elles viennent de l'intégration des équations, donc en particulier celle-là, c'est celle-là. Et celle-là, c'est la contrainte. Et donc, comme on a supposé que les dérivées spatiales sont négligeables, il faudra toujours imposer ça. Alors là, comme il n'y a pas de dérivées temporelles, il n'y a que des dérivées spatiales en un sens, on va, pour avoir la métrique de Kastner généralisée, on va quand même imposer que les conditions initiales, enfin que les constantes qui apparaissent là, pas les constantes, c'est des constantes en ce sens qu'elles ne dépendent pas de t, mais elles dépendent de x, donc que les fonctions qui apparaissent ici, de x seulement, sont soumises aux trois conditions qui sont là, qu'il suffit d'imposer à un moment donné, puis après, il ne faut plus les imposer. Bon, ça reste. Donc il y a plus les trois conditions. Donc plus trois conditions. Venant de la contrainte IJ. Qui, vous substituez ça là-dedans et vous allez obtenir une certaine équation sur P. Ça a été fait, hein, on regarde sur P, sur L et sur M et N. D'accord ? Alors, cette métrique de Kastner généralisée, elle dépend de combien de fonctions arbitraires de x ? On va les compter. Mais tout d'abord, vous avez les trois exposants de Kastner, mais ils sont soumis à deux relations. Donc, il y a réellement une seule fonction de x. On peut voir ça, u de x. Donc, je vais avoir une fonction exposant de Kastner. Et puis, je vais avoir Li de x, Mi de x, Ni de x. C'est chaque fois trois fonctions. Ça, c'est les composantes d'un vecteur qui dépendent de x. Donc, j'ai 3, plus 3, plus 3, donc 9. Donc, Li, Mi, Ni. Mais je dois soustraire 3, cette contrainte-là. L'autre contrainte, je ne dois pas la soustraire à nouveau parce que, l'autre contrainte qui est ici, on en a tenu compte, hein, c'est la somme des carrés fait 1. Donc j'ai, alors, donc ça c'est le nombre de fonctions qui apparaissent. Maintenant, on a vu que dans les coordonnées de Gauss, il y avait encore un arbitraire de coordonnées.
je peux changer mes coordonnées spatiales, et l'effet de changer mes coordonnées spatiales, ça va changer les P, ça va changer les L, ça va changer les M et les N, mais donc ça veut dire que différents P, L, M et N peuvent représenter la même géométrie, mais écrite dans des coordonnées spatiales différentes. Donc je dois soustraire ça, si je veux compter le nombre de fonctions physiquement distinctes qui apparaissent dans cette métrique généralisée. Donc je vais encore en soustraire 3. Et donc, si on ne s'est pas trompé, on doit arriver à 4. 10, moins 3, moins 3, c'est 4. Il y a donc 4 fonctions physiquement distinctes, arbitraires, des coordonnées d'espace qui apparaissent dans cette métrique de Kästner. Et donc, si l'hypothèse de fait que l'on peut effectivement négliger les dérivées spatiales quand on s'approche de la singularité est correcte, on aura construit une solution générale approchée, valable à la limite, des équations d'Einstein au voisinage de la singularité cosmologique. Pourquoi générale? Parce que j'ai 4 fonctions. D'accord? Alors malheureusement, les choses sont pas... Enfin, malheureusement et heureusement aussi, parce qu'il y a des choses encore plus intéressantes qui vont en sortir. Pour la gravitation pure à 4 dimensions, les choses sont plus compliquées. En d'autres termes, cette métrique-ci ne peut pas être vue avec, si les paramètres sont choisis complètement arbitrairement dans cette classe, ne peut pas être vue comme le premier ordre d'un développement de la métrique au voisinage de la singularité cosmologique. En d'autres termes, il n'est pas légitime de négliger les dérivées spatiales si on prend des conditions que je vais appeler conditions initiales, c'est-à-dire les P, les L, les L, les M et les N, arbitraires, satisfaisant aux contraintes. Il faut une condition en plus pour qu'on ait une solution approchée, que je vais expliquer. Et donc c'est uniquement si cette condition en plus est satisfaite, et elle est facile à écrire. Donc je vais peut-être l'écrire et puis je vais l'expliquer. Alors cette solution en plus, elle s'écrit comme en fait c'est la dérivée extérieure de L, L étant la direction portant le plus petit exposant, l'exposant négatif. On va voir que c'est celui-là qui induit des termes dans les équations qui sont potentiellement dangereux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser tomber à la limite, fois MINJ, donc je vais appeler ça oméga. Donc on introduit ceci et je prétends que métrique de Kästner généralisée, donc Kästner généralisée est une solution approchée si et seulement si oméga est égal à 0. Donc, je vais expliquer ça, mais j'anticipe l'explication maintenant. On peut voir que dans la courbure spatiale, il y a des termes qui vont être plus grands que les termes en les dérivées temporelles, donc on ne pouvait pas négliger, mais que ces termes sont multipliés par oméga. Et donc, si on veut effectivement que la solution de Kästner soit une solution approchée, il faut que ces termes soient absents, et donc il faut qu'oméga soit nul. Je vais expliquer ça plus en détail, mais bon, comme c'est une idée importante, et je préfère le dire plusieurs fois. Mais il est clair que si vous devez imposer une condition supplémentaire, ce n'est pas 4 fonctions arbitraires des coordonnées que vous avez, mais c'est 3. Et donc la solution n'est plus une solution générale. En d'autres termes, l'idée était presque était bonne, parce que quand même c'est déjà pas mal d'avoir une solution qui dépend de 3 fonctions arbitraires, c'est pas mal. On va voir aussi que dans certaines situations, quand on met de la matière bien choisie, cette condition-là, il ne faut pas l'imposer, donc on a vraiment une solution générale. Ça, je ferai la fois prochaine, sans doute. Mais même dans le cas où ce n'est pas une solution générale, c'est quand même pas mal. On a 3 fonctions arbitraires des coordonnées d'espace qui apparaissent. Bon. Alors, historiquement, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est fait. Les travaux que je vous ai décrits ici, c'est essentiellement Kalatnikov et Lifshitz. Belinsky n'est arrivé qu'après. Et la conclusion qu'ont tiré Kalatnikov et Lifshitz
de cette analyse, ils se sont dit, ah, on a voulu construire une solution générale ayant une singularité. On n'y arrive pas. D'où ça veut dire qu'une singularité, ce n'est pas quelque chose de général. Et donc, dans les premiers travaux des Russes, si vous regardez, et malheureusement, il y a des gens qui n'ont lu que ces travaux, et donc ils disent Kalatnikov et Lifshitz se sont trompés. Bon, initialement, effectivement, ils ont tiré la mauvaise conclusion. Ils ont dit la solution qui paraît la plus générale qu'on peut imaginer ayant une singularité n'est pas une solution générale, donc ça veut dire que la singularité n'est pas un phénomène générique. Mais ils auraient dû se dire, peut-être que ça veut dire que Kastner, ce à quoi on n'a pas été assez imaginatif, et ce à quoi on a pensé n'était pas suffisant. Et là, Belinsky est arrivé, et effectivement, il a fait cet apport de dire, ben non, si cette condition n'est pas remplie, le comportement est plus compliqué, mais néanmoins, il y a une singularité. Donc la singularité est générique, et c'est en conformité avec les travaux de Penrose et Hawking sur le caractère inévitable de singularité dans certaines circonstances. Mais historiquement, c'est amusant, leur première conclusion a été de dire les singularités en relativité générale, ce n'est pas générique, parce que la solution à laquelle on a pu penser, la plus générale, et une singularité, n'en a pas. N'est pas générale, pardon. D'accord? Donc ça, c'est une parenthèse historique. Donc, ce que je devrais vous expliquer maintenant, c'est ce qui se passe quand oméga n'est pas nul. Donc, on peut imaginer, on se dit la chose suivante. Donc, je me place en t égale à t0, donc loin, pas à la singularité. Et je me donne des conditions sur l'hypersurface t égale à t0, où la métrique et ses dérivées premières sont données par cette expression. Donc, il contient suffisamment de fonctions pour ajuster. Donc, et je suppose aussi que sur cette hypersurface que je vais appeler initiale, en t égale à t0, donc on a ça. Je vais aussi supposer que sur cette hypersurface, les gradients sont effectivement négligeables. Et puis je vais suivre la métrique vers t égale à 0. Et je me pose la question, que se passe-t-il? Et donc ce que je vous ai dit, et je vais expliquer comment, si oméga est différent de 0, il va y avoir parmi les termes qu'on a négligés, des termes qui vont croître et qui vont même dominer, et donc qui vont déstabiliser Kastner. Donc on va sortir de cette solution de Kastner. Donc je voudrais expliquer ça. Ce qu'il y a, c'est que peut-être je vais d'abord l'expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est l'expliquer qualitativement maintenant, et puis revenir aux équations la fois prochaine. Donc je suis beaucoup plus lent que ce que je pensais. C'est peut-être pas plus mal, donc, je vais vous expliquer donc, ce qui se passe, parce que c'est ça le très beau résultat, mais je reviendrai à cela la fois prochaine. Donc ici, je vais le faire en mots et de manière qualitative, on reviendra sur l'aspect plus quantitatif plus tard. Mais peut-être avant de parler de ce qui se passe quand oméga n'est pas égal à 0, je voudrais dire que parmi toutes les solutions avec singularité connues, et donc ça a renforcé la première conclusion de Kalatnikov et Lifshitz, il y a un des oméga est nul, et donc la solution s'inscrit dans la métrique de Kastner généralisée. Si vous regardez par exemple Schwarzschild, je vous laisse faire ça comme exercice. Si vous prenez la métrique de Schwarzschild au voisinage de la singularité de Schwarzschild, vous pouvez l'écrire de cette manière-ci, à la limite, avec des exposants de Kastner, et comme on a une symétrie de rotation pour θ et φ, il y a deux exposants de Kastner qui sont égaux, il y en a un qui est différent, et en fait on se trouve dans ce cas-ci. Vous pouvez voir qu'au voisinage de la singularité de Schwarzschild, les valeurs c'est moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Pour les angles, c'est 2 tiers, 2 tiers, et moins 1 tiers, c'est pour le paramètre t dans Schwarzschild, qui est de genre espace à l'intérieur de l'horizon. Et donc toutes les singularités, les métriques pour lesquelles on a une expression analytique avec singularité de genre espace, elles rentrent dans cette catégorie. Donc c'est déjà un très beau résultat en soi, hein, surtout que ça en tire aussi la généralité. Bon, ben, je reviens à mon problème, au problème posé. Donc imaginons que je me donne sur une hypersurface, donc ici il y a la singularité, et je me donne ici, enfin, on pense qu'il y a une singularité, mais je me donne ici, en t égale à t0, une métrique de ce type-ci, c'est-à-dire des conditions initiales correspondant à une certaine valeur de P1, une certaine valeur de L, P2, P3, L, M et N.
Je suppose aussi que la courbure, donc évaluée pour ces conditions-là, soit effectivement négligeable. On va voir ce que ça veut dire. En fait, c'est par rapport à 1 sur t carré. On va voir pourquoi la fois prochaine. Donc je suppose que c'est initialement négligeable, ce qui veut dire que la métrique va initialement, mais je vais vers la singularité. Donc je remonte dans le passé, parce que j'ai supposé que c'était une singularité passée pour fixer les idées, parce que je pense en termes de cosmologie, c'est purement conventionnel. Donc je suppose que pendant un petit temps, la métrique va suivre la solution de Kastner. Mais il y a des termes qu'on a négligés qui vont croître. Et la forme des termes qui croissent, donc on appelle les termes potentiellement dangereux, je vais vous la donner tout de suite, je vais être un peu plus précis la fois prochaine là-dessus, c'est des termes qui ont la structure suivante. Il y a des termes en oméga carré t exposant 4p1, et je les ai déjà comparés. Donc, ça doit tendre vers 0 si notre approximation est bonne. Et puis on a évidemment tout est symétrique. On aura, si j'appelle psi, la même quantité, mais construite avec m. Je vais avoir n, i, l, j. Puis je vais avoir quelque chose, appelons-le, je ne sais plus comment je l'ai appelé, nu, disons, qui est égal à n, i, j moins n, j, i. Je vais aussi avoir, si je déballe la courbure, il y a plusieurs termes, des termes de la forme t carré t exposant 4p2, et puis nu carré t exposant 4p3. Puis il y a d'autres termes qu'on peut montrer qui sont négligeables. Donc ça, c'est les termes auxquels il faut faire attention dans la courbure spatiale. Et vous voyez qu'à cause du fait qu'un des exposants de Kastner est négatif et que nécessairement il y a un exposant de Kastner qui est négatif, parmi ces termes-là, il y en a un qui croît, celui-ci, quand t tend vers 0. Et non seulement il croît, mais il explose. Et ceci, c'est déjà comparé aux termes avec les dérivées temporelles. Donc on peut négliger la courbure si et seulement si ceci tend vers 0, ce qui n'est pas le cas. Alors ceux-là ne sont pas gênants, puisqu'ils tendent vers 0. Mais donc, le terme associé à l'exposant négatif est gênant. Et donc, la seule manière de se débarrasser du terme gênant, c'est de supposer que son coefficient soit nul. Et donc, d'où cette condition supplémentaire. Et on peut montrer qu'une fois que cette condition supplémentaire est satisfaite, les termes qui restent ne sont pas gênants. Alors, donc, si maintenant j'ai supposé qu'oméga n'était pas égal à 0, que se passe-t-il ? Ce terme-là va commencer à jouer un rôle de plus important et donc à faire dévier la solution de la solution de Kastner. Les autres, on peut les oublier. Alors, comment analyser cette situation ? Donc, on le verra plus en détail la fois prochaine. On analyse cette situation en disant on va garder dans les équations ici que le terme méchant, que le terme embêtant, qui déstabilise, puisque les autres ils ne vont pas jouer un rôle important. Et donc, PKL ont tiré la résolution des équations d'Einstein en gardant ce terme. Et ils ont montré, et ça c'est remarquable, que l'influence de ce terme, c'est de faire passer à une solution de la solution de Kastner initiale à une nouvelle solution de Kastner caractérisée par de nouveaux exposants où la direction qui avait l'exposant négatif attrape un exposant positif. Alors, je vais être plus précis la fois prochaine. Mais donc, le rôle de ces termes déstabilisateurs, c'est de faire passer d'une solution de Kastner à une autre solution de Kastner, avec de nouveaux exposants, une nouvelle valeur de U. Mais ces nouveaux exposants, il y aura un nouvel exposant qui va être négatif, porté par une autre direction. Et du coup, alors ce terme-ci, avec le nouvel exposant, ne sera peut-être plus dangereux, puisqu'il va être P'1, disons, le nouvel exposant va être négatif, mais quelque part ici, en fait, P'2 va être lui négatif maintenant. Et donc, à moins que psi soit nul, il va jouer un rôle important. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va induire à nouveau une transition vers un nouveau régime de Kastner. Et donc, on va avoir, quand t tend vers 0, une infinité de régimes de Kastner, avec chaque fois une transition induite par un terme de courbure.
Alors, la nature de la transition, je vais vous la donner la fois prochaine. Mais donc, on a une succession infinie de Kastner quand on va vers la singularité. Et on peut montrer aussi que la règle, d'abord, on a une règle remarquable où les exposants, les nouveaux exposants sont complètement exprimables en termes des anciens, sans connaître les autres paramètres L, M et N. Donc, on a une loi autonome où les P' sont fonction que des P et pas des autres constantes d'intégration. Et on va voir que cette loi autonome a un caractère chaotique. En fait, elle est associée à la transformation de Gauss. Ça, j'expliquerai la fois prochaine. J'espérais le faire aujourd'hui, mais je pense que je suis arrivé au terme. Et donc, à retenir de la leçon d'aujourd'hui, on peut construire une métrique de Kastner généralisée qui n'est solution que lorsque une condition supplémentaire est satisfaite. Donc la solution de Kastner généralisée n'est pas une solution générale à cause de ça, mais néanmoins, quand ça est satisfait, c'est une solution. Et quand cette condition n'est pas satisfaite, partant d'un régime de Kastner, on va avoir une infinité de régimes de Kastner lorsque t tend vers 0. Donc on aura une singularité, mais l'approche de la singularité va être beaucoup plus compliquée. Et en fait, comme certaines directions vont être étirées et certaines sont comprimées, on va avoir une oscillation dans la manière dont les distances varient. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce comportement découvert par BKL comportement oscillant. Et on va voir aussi, que je l'expliquerai la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon, puisque la semaine prochaine il n'y a pas cours, que la nature de ces transitions est chaotique. Donc il y a des idées de chaos qui ont été utilisées pour décrire ce comportement. Donc je vais arrêter ici. Comme je vous ai dit, j'étais ambitieux, j'ai fait un peu moins vu, mais je pense que c'est toujours comme ça. Donc merci pour votre attention, et s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant, vous pouvez les poser au cours de la pause. Donc dans une demi-heure, nous reprenons avec un séminaire de Bernard Julia.